Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Abdelmajid Lajomri, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, mesdames et messieurs les autorités, monsieur l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur de Russie, mesdames et messieurs les présidents d'établissements, mesdames et messieurs les représentants du monde socio-économique, mesdames et messieurs les étudiants, ça fait plaisir de voir beaucoup d'étudiants dans cette salle, chers collègues, chers amis. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la formation comme levier de développement économique et social, et je remercie beaucoup l'Académie du Royaume du Maroc, son secrétaire perpétuel, à qui j'avais eu l'extrême honneur de remettre il y a quelque temps le doctorat honoris causa du Conservatoire national des arts et métiers, à savoir notre distinction la plus prestigieuse. Je suis particulièrement heureux de m'exprimer parmi vous, dans une enceinte particulièrement prestigieuse, pour parler d'un sujet, du sujet auquel j'ai consacré toute ma vie professionnelle, à savoir la formation. Je m'y suis investi comme universitaire, ça a été rappelé, comme expert et conseiller auprès de différents ministres, et comme responsable de grands établissements publics. Et c'est d'autant plus important de le faire ici au Maroc, dans un pays qui mise beaucoup sur la formation. Le CNAM, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire perpétuel, est présent dans ce pays majeur pour nous, Français, à travers son centre créé depuis plus d'une vingtaine d'années et dirigé avec beaucoup de talent et de volontarisme par Alain André. Au Maroc, le CNAM est fier de ses nombreux partenariats et de toutes les formations qu'il déploie, notamment vers le titre d'ingénieur. Et puis, vous l'avez aussi rappelé, nous sommes très honorés d'avoir été choisis par les hautes autorités du pays pour porter, à travers notre capacité d'expertise, le nouvel institut de formation tout au long de la vie, le projet AMEL, en création. Je commencerai cette intervention, et vous l'avez rappelé, donc l'historien qui sommeille en moi, je vais vous dire quelques mots d'histoire avant d'en venir aux questions d'actualité, parce que je pense qu'il faut aussi inscrire, surtout dans un lieu de savoir et de culture aussi important que celui-là, la question de la formation dans le temps long. Qui dit formation, dit transmission de connaissances à caractère académique et de compétences professionnelles. Et on peut accepter l'idée que la croissance économique et sociale a eu besoin de plus de formation, tout comme l'émergence d'une innovation a produit, a créé de nouvelles richesses. Prenons la fin du Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, l'expansion des villes occidentales s'accompagne d'un besoin de nouveaux acteurs. Il faut former des médecins, il faut former des notaires, il faut former des théologiens. Et les universités naissantes s'appuient sur la science en train de se faire, alors que les savoir-faire artisanaux sont relayés par l'apprentissage, porté notamment par les compagnons. L'interculturalité est une réalité fondamentale, et il faut le rappeler sans cesse. Beaucoup de ce qui est appris en Occident à l'époque doit à la science arabe. C'est quelque chose aussi de très important à souligner. Si l'on quitte le Moyen-Âge pour les époques modernes et contemporaines, on ne peut qu'être impressionné par l'existence de périodes de référence qui figent un imaginaire très présent dans le contexte politique actuel. Pour la France, la période révolutionnaire joue un rôle à part. C'est le symbole de la sortie d'une confiscation de l'enseignement par le clergé. C'est un personnage hors du commun, l'abbé Grégoire, qui crée ainsi le Conservatoire national des arts et métiers en 1794. Homme d'église, mais aussi homme des Lumières, Grégoire mise tout sur la formation. Former tout le monde et partout, c'est la devise du CNAM. Instruire le peuple en lui montrant les nouvelles productions de la révolution industrielle. Aux yeux de Grégoire, la formation résume le sujet de cette intervention. La formation fait rimer développement économique et développement social. Mais c'est peut-être la Troisième République qui construit le plus les représentations françaises de l'école et donc de la formation. L'école de Jules Ferry, gratuite, laïque et obligatoire, avec ses images d'Épinal, des blouses et des coups de règle,
des grandes disciplines et des fameux hussards de la République, des instituteurs, racontant le récit national, continuent à hanter les parents français d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que si en 2018, on va fêter les 50 ans de la révolution culturelle de mai 68, les Français se retrouvent plutôt dans une école transmettant autant des savoir-être que des savoir-faire. Et surtout, le sentiment de crise, voire de décadence qui peut exister, qui peut se prononcer dans notre pays, est généralement attribué à une crise du système de formation. 150 000 jeunes quittent ainsi chaque année l'école ou le lycée avant d'avoir obtenu le sésame du baccalauréat. Souvent, on entend un certain nombre de grands responsables économiques, notamment, qui ponctuent des colloques sur la situation de notre pays par des réponses du type « c'est la faute à l'école ». L'école et plus généralement l'ensemble du système de formation font depuis de nombreuses années l'objet de critiques récurrentes. Le système serait mal géré, la place des syndicats serait trop forte, la professionnalisation est insuffisante, l'ascenseur social est grippé, les connaissances de base, telles que la langue française ou les mathématiques, sont mal maîtrisées. Des réformes se sont succédées sans les effets escomptés et l'échec se reproduit à tous les niveaux, car il dépasserait un tiers en première année d'université, même si les chiffres sont sujets à caution. Et puis les objectifs deviennent souvent source de contradictions. Au début des années 80, le ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement, a fixé un grand objectif, 80% d'une tranche d'âge, d'une tranche de jeunes, devrait atteindre le baccalauréat. Mais en même temps, ce dernier diplôme n'est pas le sésame attendu. Et donc, en définitive, le système de formation, la formation, produit aujourd'hui beaucoup d'insatisfaction d'ordre économique, car il ne semble pas permettre le retour à la croissance, et d'ordre social, parce qu'il ne satisfait pas les attentes. Par rapport à ce constat-là, le président de la République, Emmanuel Macron, a placé cette question de la formation, au sens large du terme, comme un enjeu majeur de son début de mandat. Et le gouvernement a ouvert, ce qui était une démarche très originale, des concertations emboîtées sur les principales questions de formation. La première porte sur l'entrée dans l'enseignement supérieur. Comment les jeunes vont sortir du lycée et entrer dans le système de formation supérieure. Et j'ai eu la chance d'être chargé personnellement de la responsabilité de l'un des 10 groupes de travail qui a avancé sur cette question essentielle de comment on rentre dans l'université et comment on rentre dans l'université. La deuxième concertation renvoie à la question de l'apprentissage. Elle se déroule en ce moment et le CNAM, et donc en tant qu'administrateur général, je suis amené à y intervenir. Et la troisième renvoie au problème de la formation professionnelle, et il y a encore là beaucoup d'échanges. Et donc c'est un peu, on peut faire le constat que la longue durée par laquelle j'ai commencé rencontre en quelque sorte l'actualité. Et puis on peut faire aussi le constat que cette occasion de réflexion sur les politiques publiques, sur les politiques nationales, est une très bonne opportunité pour poser de grandes questions sur ces enjeux d'un système de formation. Et je le ferai, comme l'annonce le titre de cette intervention, dans 2 directions. D'abord sur la question de l'économique et puis sur la question du social. Alors je traite ces questions de façon séparée pour la clarté du propos, même si évidemment elles sont étroitement imbriquées. Quand on traite des questions de formation aujourd'hui, au début de l'année 2018, un mot s'impose de plus en plus, c'est celui de compétence. À tous les niveaux, ce mot est privilégié aujourd'hui par les acteurs. Du président de la République aux dirigeants économiques, de notre Premier ministre, Édouard Philippe, aux responsables que je représente des institutions de formation, nous mettons en avant cette nouvelle notion
qui va primer sur les autres celle de compétences. Et on parle désormais de compétences à acquérir et de moins en moins de connaissances. Pour différents aspects sur lesquels je reviendrai, il s'agit d'une évolution positive. D'abord, parce que c'est la prise en compte nécessaire d'une dimension de professionnalisation de la formation. Et puis, la compétence est aussi un concept très large, un concept dont j'aurais tendance à dire qu'il est en train de se dilater. Il y a d'un côté les compétences formelles, ce qu'on sait faire, ce que l'on est capable d'évaluer dans un système de formation, des capacités techniques, des capacités de répondre à un certain nombre de questions qui se posent. Mais il y a aussi, et je crois que c'est important d'y insister, des compétences qu'on peut qualifier d'informelles, qui renvoient à des savoir-être, à la maîtrise d'un certain nombre de cultures de projets, à une capacité à gérer des situations qui fait partie des nouveaux enjeux des projets de formation. Et ces compétences dites informelles, la capacité à assumer une forme de responsabilité, par exemple, avec des qualités qui sont plus d'ordre personnel que strictement professionnel, font l'objet d'un grand travail d'identification, notamment au niveau européen. Et ce dernier exemple montre bien que les compétences, et j'y reviendrai, peuvent faire l'objet d'échanges dans des partenariats internationaux. Pourtant, ce glissement des connaissances aux compétences ne peut pas nous laisser indifférents, surtout dans un haut lieu de savoir comme l'académie où nous sommes. Amoindrir le rôle des connaissances académiques, c'est un peu, monsieur le secrétaire perpétuel, renoncer au savoir universel accumulé que votre institution représente. Et force est de constater que, quelque part, le professionnel tend à prendre le pas sur l'académique. En 2007, quand la fameuse loi dite loi LRU, loi sur les responsabilités et compétences des universités, les établissements d'enseignement supérieur français sont devenus, de par la loi, autonomes. Nous sommes autonomes de nos autorités hiérarchiques et notamment des autorités politiques. La dimension d'insertion professionnelle a été rajoutée comme une de nos missions majeures. Et le fait paradoxal, et je parle aux étudiants qui sont dans la salle, c'est à la demande des étudiants qu'on a rajouté cette nouvelle mission qui était, en gros, que les établissements devaient permettre l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Il est intéressant, mais peut-être inquiétant, de considérer que les universités sont désormais considérées avant tout comme des institutions professionnalisantes et que la dimension de formation plus large, au sens fort du terme, par exemple à des valeurs, je pense à la citoyenneté, je pense à la solidarité, je pense à un certain nombre de valeurs humanistes, est désormais minimisée par rapport à l'autre enjeu. Les universitaires français, tous les collègues qui travaillent, qui enseignent dans les universités françaises, sont désormais amenés à décliner les connaissances, même de disciplines comme celle des sciences humaines, comme à commencer par la discipline que je porte, l'histoire, en autant de compétences directement utilisables sur le marché de l'emploi. Et on voit certains responsables obligés à la fois d'accomplir cette mutation névralgique tout en mesurant les risques. J'avais été très frappé par le message quelque peu alarmiste à ce propos que tenait le recteur d'une grande université du Proche-Orient, l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui effectivement voyait son université aller vers ce chemin de la professionnalisation tout en regrettant que ce chemin l'éloigne des questions de connaissance. Plus généralement, l'identification des compétences à assurer désormais par un système de formation pose deux grandes questions. La première question, c'est celle de la construction. Comment on construit les compétences dont chaque individu a besoin, mais dont la réalité sociale et économique a besoin. Et la deuxième est celle de leur inscription dans le temps. En clair, quelles sont les bonnes compétences ? Ces bonnes compétences, on pourrait accepter l'idée qu'elles sont à la fois utiles
pour ceux qui les acquièrent est nécessaire au développement économique. Et donc, pour être efficient, le système doit reposer sur une articulation, voire une synergie, entre d'un côté le monde socio-professionnel et de l'autre côté le monde de la formation, entre eux, pour aller vite, les entreprises et les organismes de formation. Or, ces deux environnements, il est incontestable que durant les dernières années, ils se sont rapprochés, ils ont appris à travailler ensemble, mais ils restent encore souvent imparfaitement liés. Et en définitive, tout part de la co-construction des formations et des diplômes pour laquelle les intérêts peuvent diverger. Et souvent, un monde, l'un des deux mondes, le monde de la formation ou le monde socio-économique, cherche à avoir une emprise sur l'autre. En France, par exemple, la formation professionnelle est ainsi beaucoup plus pilotée par les branches professionnelles, par les responsables des différents secteurs, que par les acteurs de la formation. Et puis, les enjeux de temporalité sont souvent très difficiles à maîtriser. Le monde socio-économique a besoin de compétences dans un délai très court. Le constat est fait, par exemple, qu'il y a un besoin d'avoir un certain nombre d'experts dans des domaines, au risque sinon de ne pas répondre à des demandes d'ordre économique. J'en prendrai un très bon exemple qui est très parlant, et c'est évidemment un exemple dont tout le monde parle et qui circule abondamment, notamment dans la presse, c'est celui du numérique ou de l'informatique. Numérique et l'informatique suscitent des besoins, je dirais, aux deux niveaux de la chaîne. En amont, on a des besoins de personnes qui soient capables de répondre à ce qu'on appelle le codage, c'est-à-dire être capable de faire de l'informatique, je dirais, de base, donc des personnes relativement peu formées, mais qui sont capables d'alimenter le système informatique. Et à l'autre bout de la chaîne, nous avons besoin de data scientists ou de spécialistes des questions de données qui, eux, sont extrêmement bien formés pour maîtriser les grandes masses de données. Or, si ces demandes de nature économique sont très urgentes, parce que dans les pays comme le Maroc et la France, ces deux besoins sont avérés, ils circulent beaucoup, eh bien, les réponses en termes de formation supposent des temps beaucoup plus longs pour être déployés. Beaucoup critiquent en France le fait qu'il faut 18 mois pour avoir une reconnaissance d'un titre professionnel. Et si vous voulez créer un nouveau diplôme d'ingénieur, il faut compter 7 ans. Donc les domaines dont on parlait tout à l'heure, la mécatronique et autres, eh bien nous avons créé ces diplômes-là depuis 7 ans. Autant dire qu'en 7 ans, on prend le risque que le besoin économique ne soit plus avéré. Cela explique, et c'est quelque chose, c'est un constat que je fais, l'émergence de beaucoup de groupes privés de formation, notamment de formation à l'informatique. Et la formation est devenue, et c'est une réalité incontournable, un certain nombre de mes collègues, responsables d'universités ou autres, ont tendance à refuser cette réalité, mais il faut accepter l'idée très, je dirais, presque une évidence, que la formation est devenue un marché. La formation est aujourd'hui un marché international, et je salue d'ailleurs le dynamisme des groupes marocains de formation qui sont un acteur majeur des questions de formation. Par exemple, quand nous rentrons en concurrence en Afrique subsaharienne ou dans des pays où il y a un vrai dynamisme de ces questions-là. À la surprise générale, c'est comme si on avait un mauvais réveil sur un appel d'offres en formation professionnelle dans l'ouest de la France. Eh bien, le CNAM a été supplanté par un groupe australien. On imaginait mal les Australiens venir concurrencer sur ces sujets-là. Donc c'est le bon exemple que nous sommes devant un marché international. Et en définitive, en termes de développement économique, la formation est donc un enjeu central pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que c'est la condition de la conquête de nouveaux marchés par les entreprises, parce que les entreprises ont besoin de personnel bien formé en interne, au sein de leur structure,
mais elles ont besoin aussi de personnel à former dans les pays où elles s'implantent. Et donc cette double démarche est tout à fait essentielle, et les écarts culturels sont très forts. C'est une réalité consolidée pour certains pays comme l'Allemagne, mais beaucoup moins, par exemple, pour la France. Et puis c'est aussi un défi financier, parce que c'est une source de ressources pour les organismes de formation, mais soyons très clairs, c'est aussi un risque à moyen terme. Il est clair que quand nous nous implantons dans des pays qui risquent de devenir des pays économiquement concurrents, le président Macron vient de rappeler la nécessité d'avoir des rapports équilibrés, par exemple, avec la Chine d'un point de vue économique, eh bien, il s'agit de trouver le bon compromis pour ne pas non plus créer des futurs acteurs de la concurrence par rapport à ce que nous portons en termes d'économie. Et il me semble en ce sens très important, sur cette question de la formation comme levier de développement économique, très important de défendre l'idée de partenariats forts entre pays amis comme le Maroc et la France. Et cela passe, et c'est l'occasion pour moi de le rappeler, sur le fait que nous pouvons et nous devons avoir des politiques de formation concertées. Le CNAM est fier d'avoir pu diffuser l'un de ses grands cours à distance, l'un de ses MOOC sur l'entrepreneuriat, précisément, et je les salue parce qu'il y en a dans la salle, à des doctorants marocains. Et donc, ça fait partie de ces actions qui peuvent créer un développement véritablement concerté. Ce dernier exemple, qui est l'exemple de l'entrepreneuriat, montre bien que la formation est profondément un levier de développement économique, je l'ai dit, mais un levier de développement social. Et c'est de par, je dirais, l'héritage que nous avons de Grégoire et de cette nécessité de diffuser la formation à toutes et à tous, un héritage que nous portons bien volontiers. Cela renvoie à une question majeure qui est l'évolution de fond de nos sociétés. Il est clair, et chacun en fait le constat, que nos pays ont besoin de disposer de cadres, de responsables, de personnalités en capacité à prendre les bonnes décisions, donc de responsables très opérationnels, donc les mieux formés possibles. Il faut donc à la fois bien former et attirer des jeunes à haut potentiel. J'ai essayé dans cette intervention de ne pas multiplier les chiffres, j'en prendrai un seul qui est assez parlant. En 1970, 25% des doctorats d'économie soutenus aux États-Unis l'étaient par des étudiants étrangers. Donc en 1970, 25%. Aujourd'hui, ce sont plus de 64% des doctorats d'économie soutenus aux États-Unis qui le sont par des étudiants qui ne sont pas américains. C'est un très beau résumé de la nécessité et de la capacité à attirer les élites dans un grand pays universitaire comme le sont les États-Unis. La formation des élites est donc bien sûr une priorité essentielle, mais il faut aussi combattre la tentation que peuvent avoir un certain nombre de néo-diplômés d'aller, suite à la formation qu'ils ont reçue, vers des marchés plus porteurs, et donc de quitter le pays qui les a formés ou le pays où ils ont reçu leur formation. Donc il y a une question d'équilibre par rapport à l'engagement en termes de formation, le coût qu'il a généré, et puis effectivement le retour de ces néo-diplômés. Certains pays sont marqués en outre par un autre effet qui peut s'avérer lourdement pénalisant. On rencontre dans beaucoup de pays, notamment de pays en phase de développement, des formations trop longues et totalement découplées des réalités économiques qui aboutissent à des diplômés qui sont incapables de trouver la situation qu'ils méritent. Et on peut faire le constat, rapide mais schématique, mais malheureusement avéré, que la reconnaissance professionnelle de certaines disciplines crée des écarts marqués. Prenez un doctorat d'histoire. Un doctorat d'histoire, c'est un passeport pour la réussite
s'il est soutenu à Oxford ou à Princeton. Et malheureusement, c'est souvent le gage de désillusion dans beaucoup d'autres pays. Il y a donc cette difficulté à élaborer le bon niveau de formation des élites et comment on les forme. Et puis, en définitive, on constate qu'il y a un besoin qui pèse sur les niveaux intermédiaires de formation. Les niveaux intermédiaires de formation sont souvent délaissés. Le cycle, que nous appelons, dans un jargon un peu technocrate, technicien, que nous appelons le cycle -3 + 3, 3 ans avant le baccalauréat, 3 ans après, est clairement aujourd'hui, pour tous les pays, le parent pauvre est le sujet des questions de formation. En définitive, la question de cette transition du scolaire vers le supérieur concentre beaucoup des difficultés à surmonter. On peut prendre un exemple d'un certain nombre de baccalauréats qui, trop professionnels, entraînent un échec quasi programmé, et cela alors que souvent manque des techniciens de niveau intermédiaire. Pour répondre à cette contradiction, nous avons, au sein du Conservatoire national des arts et métiers, développé un programme de formation que nous avons appelé l'école Vaucanson, donc une école de formation. Elle montre bien qu'aucune formation initiale n'est une fatalité et que chacun ou chacune peut exprimer son potentiel s'il est bien accompagné et quel que soit son niveau d'origine. Pourquoi je parle de cette école Vaucanson ? Parce que l'école Vaucanson met en avant 2 outils qui sont des outils dont on peut démontrer aujourd'hui à ce stade qu'ils sont pertinents pour répondre à des questions de réussite sociale de tous. 2 outils qui permettent de faire bouger les lignes des systèmes de formation. Le premier outil, c'est l'apprentissage. On ne le dira jamais assez, mais apprendre un métier en immersion dans une entreprise, dans une réalité sociale, dans la fonction publique, parce que nous accueillons de plus en plus d'apprentis, apprendre un métier dans ces conditions d'immersion, sur le terrain en quelque sorte, grâce à la transmission assurée par un professionnel, cet apprentissage permet d'acquérir des bases essentielles et est un outil très pertinent pour la réussite. Le deuxième outil, c'est la pédagogie que l'on appelle de façon un peu pompeuse, la pédagogie dite inversée. Renouveler profondément les questions de pédagogie. Et là, il faut un peu se garder, je dirais, de tout ce qui brille un peu. C'est presque cette révolution qui pèse plus que les révolutions techniques. Pour m'expliquer plus clairement, on peut accepter l'idée que par bien des aspects, le numérique est une innovation technologique, mais une innovation technologique qui s'inscrit dans un continuum qui a démarré au XXe siècle. Nous sommes très fiers au CNAM d'avoir eu les premières grandes émissions de l'ORTF de sciences et de technique, qui étaient des émissions le dimanche matin où on regardait de la science et de la technique. En ce sens, le numérique est une continuité d'une chaîne où on avance sur des sujets de transmission. Mais la vraie révolution, le vrai chantier qui est devant nous, c'est au contraire comment nous changeons à travers l'usage de ces outils, eh bien comment nous changeons tout simplement le rapport entre l'enseignant et l'apprenant, et comment nous réinventons une forme de transmission des savoirs qui soit repensée. Et grâce à cette pédagogie inversée qui place l'apprenant au cœur du système, grâce à cette pédagogie inversée qui repose sur la culture de projet, l'apprenant devient le sujet du processus de transmission et non l'objet d'une action extérieure. En définitive, on assiste à une individualisation nécessaire des parcours
qui marque une vraie rupture par rapport à des formations déployées de manière collective. Je pense que le constat qu'on peut faire aujourd'hui pour la pleine réussite d'un système de formation, c'est que chaque individu devrait pouvoir exprimer tout son potentiel à tous les moments de son existence pour satisfaire à la fois ses propres attentes et les besoins de l'économie et de la société. Il devrait être donc à la fois accompagné par le système, par la collectivité, et prescripteur de son parcours de formation, donc être en capacité à choisir son parcours de formation. Cela suppose un certain nombre de transformations du système. D'abord, l'identification très en amont, très tôt, de ce que les jeunes ont envie de faire, mais aussi de ce que les jeunes peuvent faire. Et on retrouve la distinction entre capacité formelle et capacité informelle, de ce que les jeunes sont capables de faire en termes de savoir disciplinaire, de savoir comment ils sont capables de réussir dans des disciplines, je dirais, clairement identifiées, mais aussi leur potentiel pour gérer des situations professionnelles. Et le numérique en est un bon exemple. Beaucoup des créateurs des fameuses start-up numériques ont précisément démontré sur le terrain d'autres capacités. La deuxième chose qui est essentielle, c'est qu'il faut avancer vers des formations qui soient à la fois adaptées pour une entrée en emploi, donc qui répondent à une question posée, à un besoin posé par le système économique, mais qui en même temps soient ouvertes sur des éléments complémentaires permettant à un moment ou à un autre une reconversion. Si nous avons aujourd'hui une certitude, c'est que les carrières à venir, je le dis en particulier pour tous les étudiants qui sont dans la salle, les carrières à venir, elles se feront avec 2, 3, 4, plusieurs étapes. Et il y aura la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'être capable de rebondir, d'utiliser le potentiel, d'avoir la capacité à changer. Troisième aspect qui me semble important, et Monsieur le secrétaire perpétuel y a fait allusion, c'est que la possibilité, aujourd'hui absolument nécessaire, qu'un passage dans la vie professionnelle soit reconnu comme élément d'un nouveau diplôme, d'une nouvelle formation, à travers le mécanisme de la validation des acquis de l'expérience. Si l'on veut véritablement avoir des parcours de formation tout au long de la vie, eh bien, il faut que les temps de travail et les temps de formation soient soit imbriqués, soit alternés, mais que les temps de travail soient aussi reconnus comme autant d'éléments de la capacité et des aptitudes professionnelles. Cette validation des acquis de l'expérience, nous sommes très fiers d'en avoir été les impenteurs vers la rue Saint-Martin, au CNAM, et nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour des VAE aussi bien individuelles que collectives. Et puis en définitive, et c'est ce que j'ai exprimé dans un article récent, nous allons, et je crois que c'est une responsabilité politique au sens le plus noble du terme, nous devons en quelque sorte construire un droit à disposer d'une formation tout au long de la vie à travers une reprise d'études, voire un système mixte combinant travail et formation. Aujourd'hui, quand on regarde les systèmes de formation professionnelle, on constate que ceux qui reçoivent le plus de formation professionnelle, en particulier en France, sont ceux qui sont les mieux installés dans le système, les fameux insiders. Il y a aujourd'hui à mettre en place un droit pour ceux qui sont marginalisés par rapport à cette question-là, un droit de retour à la formation professionnelle. En définitive, le bon fonctionnement d'une société passe par un épanouissement de chaque individu grâce à la formation.
Et l'ascenseur social, dont on s'est beaucoup interrogé, dont on a dit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que nous avions la sensation qu'il était grippé, l'ascenseur social est le gage d'une réussite tant individuelle que collective, car nos sociétés, pour avancer, doivent aller vers plus de qualification et une qualification mieux partagée. Et j'en prendrai un dernier exemple qui est assez parlant, qui est celui de ces fameux MOOC, de ces fameux grands cours à distance. D'abord, le premier constat que l'on peut faire, c'est que cet outil s'est généralisé très rapidement. Il est né aux États-Unis en 2014, il a donc à peine moins de 5 ans, et très rapidement, son succès a été planétaire, avec des chiffres tout à fait de développement tout à fait frappants. Donc, nous sommes toutes et tous à l'affût de ces cours. Il est vécu aussi, et c'est quelque chose de très important, comme le moyen de progresser culturellement, donc de combler un certain nombre de lacunes, mais professionnellement, pour réussir sa vie de salarié, sa vie d'actif ou sa vie pour réussir sa vie. Et sa souplesse est le gage d'une montée en compétences dans l'emploi. Et puis aussi, les MOOC, ces Massive Open Online Courses, permettent, et c'est là un enjeu très fort, à chaque institution de valoriser les savoir-faire de leurs enseignants à une époque où l'on voit apparaître des organismes de formation sans enseignants. Je crois que c'est très important aussi aujourd'hui, c'est un constat qu'après 4 ans d'existence de ces nouvelles formes de développement numérique, on peut faire. Ce qui marche le mieux, et c'est un constat qui en partie est paradoxal, ce n'est plus le présentiel, ce n'est plus le simple cours et la simple conférence que l'on fait, comme j'ai fait cette intervention par rapport à vous. Ce n'est pas simplement le numérique, mais c'est ce qu'on appelle, d'un nom qui est un peu complexe, l'hybride, c'est-à-dire du numérique qui s'appuie sur du présentiel et du présentiel qui s'appuie sur du numérique. Et toutes les analyses que l'on peut faire, tous les résultats des suivis de cohortes qu'on peut faire le montrent. C'est en définitive un système comme celui-là et les enjeux qui sont portés, c'est la condition pour assurer ce qui est, à travers les questions de formation se joue, assurer la qualité nécessaire. Et aujourd'hui, la crédibilité d'un système de formation repose sur la relation de confiance indispensable qui doit exister entre les apprenants et les institutions de formation qu'ils ont choisies et auxquelles ils se sont confiés. Voilà les éléments que je voulais vous présenter. Et puis je voudrais conclure cette intervention en disant que dans ce monde qui est fortement concurrentiel, dans ce monde qui est un monde où beaucoup des paramètres ont bougé, beaucoup du rôle des acteurs se sont transformés, je crois qu'il est important, dans une institution comme la vôtre, dans une institution comme cette Académie du Royaume du Maroc, de rappeler l'importance des liens historiques qui unissent le Maroc et la France. Nous portons, nous partageons, et en définitive, c'est bien ça qui nous motive à aller vers plus de transmission et de formation. Nous partageons des ambitions culturelles et humanistes communes, et l'Académie qui nous réunit ce soir en est le meilleur des symboles. Et je suis convaincu que pour répondre à tous ces enjeux économiques, sociaux, culturels, eh bien, l'une des voies les plus claires est d'assurer des partenariats renforcés, des partenariats nouveaux, de construire notre avenir commun par ces partenariats, et la formation en est très clairement une très belle opportunité. Je vous remercie de votre attention. Je vous
remercie.